maintenant, il est l'heure. Et donc, ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Patrick Julou. Je dois dire que c'est grâce à Catherine Allemandou qui, justement, a contacté Patrick et il a accepté de venir ici faire une conférence. Et Catherine Allemandou n'est pas là ce soir, elle est dans l'impossibilité. Mais donc, je tenais à la remercier. Alors, ce soir, nous avons donc Patrick Julou, qui est administrateur de la Fédération des mutuelles de France, président de Mutami, et qui va traiter un sujet qui est d'actualité, je pense. Sécu mutuelle, quelle protection sociale aujourd'hui? Voilà. À toi. Bon, merci. Alors, pour moi, ce soir, c'est un peu une première parce que, en général, j'interviens sans diaporama. Et j'interviens à partir... j'utilise des Mac. Donc ce soir, j'ai un diaporama et un PC. Donc je ne sais pas ce que ça va donner. Mais bon, voilà. Alors pourquoi ce titre, en fait, Sécu et mutuelle? Parce que traiter de la mutualité sans traiter de la Sécu, c'est déjà une posture politique. C'est déjà se positionner sur un marché de la santé qui pourrait se développer en dehors d'un régime obligatoire de base fort. Donc, pour moi, la Sécu et la mutualité, c'est un couple inséparable et l'un ne peut pas fonctionner sans l'autre, notamment. Donc, je vais essayer de traiter plusieurs sujets dans cette courte intervention. Rappeler l'ambition de la sécurité sociale très rapidement, notre modèle de sécurité sociale, un modèle qui est aujourd'hui malmené, avec toute une série de plans de réforme que je n'évoquerai pas toutes, mais que je citerai rapidement, aboutissant à des transferts des régimes obligatoires vers les complémentaires, donc avec un état des dépenses de santé, vous verrez, qui confirme bien ce transfert, et puis bien sûr un certain nombre de questions qui sont posées derrière sur les dépassements d'honoraires, sur comment est pris en charge les dépenses de santé, et puis ces remboursements en baisse, avec le renoncement aux soins et quelques considérations sur les mutuelles, donc sur les assurances complémentaires. Donc je vais essayer de traiter tout ça. Donc peut-être pour rappeler quand même l'ambition du plan de sécurité sociale en 1945, donc issu du gouvernement 45, issu du Conseil national de la résistance, crée un régime de sécurité sociale, donc deux personnages qu'il faut citer, Ambroise Croizat qui était ministre et Pierre Laroque qui était un haut fonctionnaire, et qui ont contribué à ce plan avec cet objectif qu'on retrouve dans une citation, dans un discours d'Ambroise Croizat: l'ambition du nouveau système de sécurité sociale est de faire de la vie autre chose qu'une charge ou un calvaire. Je crois que ça marquait assez bien à l'époque l'importance de cette réforme, hein, et on imagine d'ailleurs ce que pouvait être la vie sans sécurité sociale avant-guerre, et y compris même s'il y avait des assurances sociales, elles étaient quand même relativement peu développées et touchaient que quelques catégories de personnes. Mais cette ambition consistant à construire un système de protection sociale solidaire financé à partir des richesses produites et géré par les travailleurs à travers des caisses de sécurité sociale a toujours été malmenée par le patronat forcément et par ses représentants. Donc là j'enfonce un peu une porte ouverte, mais c'est une réalité, et on le verra ensuite. Ce qu'on peut quand même noter, c'est que malgré toutes les attaques que subira la sécurité sociale et que subit encore la sécurité sociale, nos systèmes de santé et de protection sociale restent encore aujourd'hui considérés comme un des plus performants au monde. Voilà, donc notre modèle de sécurité sociale reste encore un modèle au regard des autres pays du monde. Pourtant, nous assistons depuis plusieurs décennies à une remise en cause profonde de ce système de sécurité sociale qui s'est construit donc sur le principe de solidarité, mais aussi d'universalisme, donc avec cette célèbre formule, hein, je cotise selon mes moyens et je me soigne selon mes besoins. Je crois que c'est important parce que je crois que tout le monde entend bien ce que signifie la solidarité, mais la notion d'universalité est un peu plus compliquée à entendre, et elle est souvent remise en cause. Ça a été le cas, notamment par exemple
dernièrement avec la remise en cause, avec la réforme de la cotisation d'allocation familiale. Hein. Donc on l'a transféré sur l'impôt et on a aussi voulu amener la dispenser aux plus pauvres. Donc la notion d'universalité, c'est bien celle qui consiste à dire que tout le monde cotise et que soit son niveau, on cotise selon ses moyens, mais tout le monde a le droit à la prestation, quelle que soit sa situation financière, que ce soit le riche ou le pauvre. Cette universalité est une garantie, quelque part, du principe de solidarité. C'est parce qu'il y a universalité qu'il y a solidarité derrière. Je crois que l'un ne peut pas fonctionner sans l'autre, et c'est, me semble-t-il, important de le dire. Donc ce principe de base, je cotise selon mes moyens, je me soigne selon mes besoins, est remis en cause. On le sait, on constate que depuis plusieurs années, on a voulu faire du débat d'ailleurs de la sécurité sociale un débat technique qui se limiterait donc à la question du trou de la sécurité sociale ou à l'inflation de la dépense remboursée, et avec toujours cette idée que nous aurions un système trop généreux, trop dispendieux, donc nous vivrions au-dessus de nos moyens. C'est un peu cette idée assez récurrente qu'on retrouve régulièrement dans le discours dominant. Et par là même, ce discours nous permet d'occulter quand même la question des recettes et indirectement la question de l'emploi, puisque les recettes sont quand même tirées de l'emploi. C'est d'ailleurs au moment où, dans notre pays, il y a eu le renoncement au plein emploi, que le débat sur la sécurité sociale est devenu un débat technique, et essentiellement traité par ce biais-là, par les gouvernements en place. Donc je crois que c'est aussi important de bien voir, donc c'est à partir de, on va dire à peu près du plan barre, on va dire à ce moment-là, qu'on renonce au plein emploi et on traite la sécurité sociale comme un débat exclusivement technique et non pas comme un débat politique. Donc c'est cette approche technique qui va conduire forcément à escamoter des questions ou des aspects essentiels qui sont quand même les conditions d'existence des populations, alors que la question de l'accès aux soins, pour tous et partout, dans un cadre solidaire, est avant tout, me semble-t-il, une question politique. Et paradoxalement, d'ailleurs, la sécurité sociale et la protection sociale, même si on veut en faire un débat technique, même si on veut nier le côté politique de la question, est souvent utilisée comme un instrument politique. À plusieurs périodes de son existence, on a évoqué la protection sociale comme moyen de contribuer à la cohésion sociale et à la paix sociale. Ça a également été utilisé pour apporter une certaine sécurité aux classes populaires, aux classes moyennes, notamment dans des périodes d'essor économique, et aussi comme amortisseur social au moment des crises. On l'a vu dernièrement avec la crise économique, financière dernièrement, où on n'a pas plusieurs spécialistes ont pu évoquer la sécurité sociale comme amortisseur de cette crise financière, et donc ce qui explique pourquoi la France l'a un peu moins subi que d'autres pays. Mais malgré cela, on voit bien que la volonté politique de remettre en cause ce système solidaire a toujours prévalu dans le discours dominant. Donc on peut avancer à cela plusieurs raisons. La première raison, c'est que le secteur de la santé pèse plusieurs milliards d'euros, et aujourd'hui c'est un secteur qui échappe au marché. Et donc, on voit bien que dans ces politiques libérales ou néolibérales, il y a toujours deux objectifs qui sont sous-jacents. Le premier consiste à baisser exclusivement les dépenses remboursées. On se moque un peu de savoir si les dépenses explosent, c'est pas le problème. Ce qui est important, c'est que les dépenses remboursées baissent. C'est ça qui est important. Et puis aussi, l'autre objectif, c'est d'extraire l'entreprise du financement de la sécurité sociale. Et donc là, on peut dire que quelque part, nous sommes en train de le voir, hein, puisque le projet Macron est en train d'y travailler avec beaucoup de persévérance. Hein. Et tout cela avec un discours culpabilisateur, notamment à l'encontre des milieux populaires. Donc là, on le sait, tout le monde le sait, les pauvres abusent en général des revenus d'assistance et fraudent. Ça, c'est quand même assez classique. Il suffit d'allumer des fois la télévision, ouvrir quelques journaux pour s'apercevoir que ce discours-là domine. Alors que les catégories les plus aisées sont en général accablées, c'est bien le mot, accablées par la fiscalité et par des prélèvements excessifs. Ça aussi, c'est un discours assez récurrent qu'on retrouve aussi aujourd'hui et qui est tout à fait
dans l'air du temps, on va dire, avec le président que nous avons actuellement. Et en s'attaquant à la cotisation sociale, donc c'est les fameuses charges donc, qui pèsent sur la compétitivité des entreprises, on le sait, et qui alourdissent le coût du travail, ce fameux coût du travail qu'il faut à tout prix réduire. Voilà. Donc les attaques contre la cotisation sociale sont nombreuses et multiples. Donc il y a eu la mise en place de la CSG, j'ai envie de dire, c'est le plan Rocard. Les exonérations et exemptions de cotisation, il y a eu sur les bas salaires, vous savez, hein, donc on exonère de cotisation les bas salaires, ce qui d'ailleurs permet de maintenir la pression sur les bas salaires aussi. Voilà. Il y a eu le pacte de responsabilité, quand même des cadeaux, un joli cadeau au patronat. La suppression de la cotisation familiale, je l'évoquais tout à l'heure, avec Hollande, et puis la bascule de la cotisation maladie sur la CSG, donc c'est aujourd'hui l'actualité du moment. Et donc, comme il y a ici dans la salle quelques retraités, ils mesurent ce sujet. Alors, rapidement, quelques plans de réforme, parce qu'en fait, on peut dire que dès 45 et dès 46 ou 47, la sécurité sociale a été attaquée, voilà, à peine mise en place, on s'est toujours attaché à attaquer la sécurité sociale. Mais bon, on peut remonter déjà à 67 avec les ordonnances Jeanneney qui donc démantèlent le régime général et donc en créant les 3 branches, donc en désolidarisant quelque part la protection sociale dans son ensemble, les 3 branches, donc famille, santé, vieillesse. Le passage du ticket modérateur à 30%, je rappelle ici que la sécurité sociale n'a jamais été à 100%, même en 45 elle était à 80%, mais là elle passe à 30%, le ticket modérateur passe à 30%, donc remboursement à 70%. 77 c'est le plan veille, donc avec l'apparition des médicaments dits de confort qui vont être remboursés eux à 40%, le déplafonnement des cotisations et les prélèvements sur les pensions de retraite, c'est également le plan veille. En 80, donc là aussi une grosse attaque avec la mise en place, la tentative plutôt de mise en place du ticket modérateur d'ordre public, donc une part qui aurait été laissée à la charge de l'assuré et donc personne n'aurait eu le droit de prendre en charge, hein, ni mutuelle ni personne, donc c'était le ticket modérateur d'ordre public. C'est une loi qui a été retirée. Il y a eu donc c'est une époque 1980 où dans les rues toutes les rues des grandes villes de France, il y avait quelques centaines de milliers de personnes qui manifestaient contre cette fameuse loi Berger. Donc c'est tellement l'un des moments forts de la mobilisation du mouvement mutualiste, on va dire. Il ne s'est pas mobilisé le mouvement mutualiste, mais notamment à cette époque-là. 82, donc le virage de la rigueur, on va dire, après 81. Nouvelle vague de baisse des remboursements pour 1200 médicaments. 1983, c'est l'instauration du forfait hospitalier, donc que nous devons ça à Georgina Dufoy. Donc le forfait hospitalier, c'est les 20 francs par jour à l'époque qu'il fallait payer pour l'hébergement et qui donc était à la charge du patient. C'est donc à partir de ce moment-là qu'on va commencer à distinguer les soins, les dépenses de soins des dépenses hôtelières à l'hôpital. Donc on va considérer qu'à l'hôpital, il y a des dépenses qui sont liées aux soins et d'autres à l'hôtellerie. Donc c'est le début de cette distinction entre l'hôtellerie et les soins. Et donc aujourd'hui, le forfait hospitalier, vous le savez, est non plus de 20 francs, mais de 20 €, voilà, par jour, et ce depuis le 1er janvier, puisqu'il était jusqu'en décembre dernier à 18 €, donc 20 € depuis par jour, ce qui quand même représente un transfert une charge supplémentaire pour les patients et par le même via leur mutuelle, parce que le forfait hospitalier doit être obligatoirement pris en charge par la mutuelle, donc 280 millions d'euros, donc qui sont passés, qui ont été pris donc chez les assurés sociaux à travers la cotisation mutualiste. 85, je marquais également 85 parce que 85 ça ne concerne pas forcément la protection sociale, mais c'est quand même le rapport Gissereau qui va organiser la concurrence des mutuelles, des institutions de prévoyance et des assureurs sur la prévoyance en entreprise. Donc jusqu'à là, les assureurs ne pouvaient pas intervenir sur ce champ-là, et donc 85, on ouvre à la concurrence le secteur de la prévoyance, notamment. 86, le plan Seguin, là aussi, donc, nouvelle augmentation de la cotisation, baisse des prestations, mais surtout, c'est la mise en place du fameux ordonnancier Bison,
Hein, donc l'idée que on va exclure de la prise en charge à 100% les traitements qui ne relèvent pas de l'ALD. Donc grosso modo, on ne vous prend à 100% que pour votre diabète stricto sensus, mais tout ce qui va être autour du diabète ne sera pas pris en charge. Ce qui n'est... Alors je prends souvent l'exemple du diabète parce que c'est quand même assez parlant pour montrer comment dirais-je, la contestation de cette mesure. Quelqu'un qui a du diabète en général a des problèmes de vue, a des problèmes de pied souvent, voilà. Donc ce sont des soins qui vont échapper au 100%. 89, c'est la loi Evin qui organise la réforme du code de la mutualité. Là aussi, donc, on est un peu loin de la sécurité sociale, mais on n'est pas si loin que ça, parce que c'est surtout à ce moment-là qu'on va autoriser les assureurs à intervenir, non plus seulement sur le champ de la prévoyance, mais aussi sur le champ de la complémentaire santé. Et donc, c'est la transposition des directives assurance, hein, donc les lois Evin. Puisque peut-être qu'il faut dire ici que le fait mutualiste est un fait qui n'est pas reconnu par l'Europe. Donc le fait mutualiste est un fait reconnu de certains pays d'Europe, mais l'Union européenne ne reconnaît pas le fait mutualiste. Pour l'Union européenne, une mutuelle c'est comme un assureur, comme une banque, c'est la même chose. Il n'y a pas de distinction. On est dans un même métier. 95, donc on a le plan Juppé, donc là aussi c'est un moment important parce que ça va structurer aujourd'hui ce que nous vivons en termes de protection sociale et de financement. En fait, le plan Juppé donc, va organiser l'étatisation de la sécurité sociale à travers le vote du Parlement de la loi de financement de la sécurité sociale, avec un OMDAM qui est fixé. Donc l'OMDAM c'est l'objectif national des dépenses de santé qui est fixé donc, par le gouvernement. Donc c'est ce qui aujourd'hui organise la sécurité sociale. Donc ce n'est plus... on a sorti le pouvoir des caisses de sécurité sociale. Aujourd'hui la CNAM, la Caisse nationale d'assurance maladie, et les CPAM n'ont plus aucun pouvoir, quoi, quasiment plus. Elles administrent un budget qui est voté par le Parlement. Donc on est bien dans cette logique d'ailleurs c'est assez logique dans l'idée de transférer la cotisation à l'impôt. Donc c'est l'État forcément qui gère la protection sociale, puisque c'est l'impôt, et ce n'est plus la cotisation sociale, et donc les partenaires sociaux ou les travailleurs qui gèrent la sécurité sociale. En 1945, la sécurité sociale est gérée par les travailleurs. Le paritarisme arrive plus tard. D'abord, ce ne sont que les travailleurs qui gèrent les caisses de sécurité sociale. Ensuite, il y a le paritarisme. Ensuite, il y a le plan Juppé qui étatise, avec donc la création entre-temps de la CSG, donc la transformation, une partie de transformation de cotisation vers l'impôt, et donc et on verra plus tard, donc aujourd'hui la CSG, donc pour les retraités, donc les cotisations sociales maladie transférées vers la CSG, etc. Donc on voit bien la logique, hein, on change de système complètement. Et donc on passe d'un système à cotisation à un système quelque part assis sur un impôt. Donc en exemptant les employeurs de leurs responsabilités et en ne sollicitant pas la richesse produite pour participer quelque part au renouvellement de la force de travail. Ça signifie à peu près cela. Donc le plan Juppé, je vous le rappelle, c'est quand même l'allongement aussi de la durée des cotisations pour la retraite. Les années 2000 ne sont pas tristes non plus, puisque les années 2000, c'est la mise en place des franchises, 1 € sur les consultations, 0,50 centimes sur les médicaments, 18 € sur les actes chirurgicaux de plus de 91 €, la mise en place de la fameuse vignette orange, 3e taux. Donc aujourd'hui, au niveau des médicaments, vous avez 3 taux, hein, 60, 40 et 15 €. Donc les 15%, ces 3 taux qui sont fonction d'un service médical rendu. 15% c'est insuffisant, 40% modéré et je crois 60% c'est correct, c'est bon, voilà. Donc ce qui pose la question et c'est la haute autorité de santé, je crois, qui définit le service rendu du médicament. Donc voilà. Ensuite nous avons forcément le plan Bachelot. Je vais là aussi, donc je ne sais pas s'il y a des hospitaliers, mais ils pourraient en parler mieux que moi du plan Bachelot, puisque c'est quand même toute la réforme de l'hôpital avec la mise en place de l'ARH,
C'est aussi la fameuse T2A, dont on mesure aujourd'hui les dégâts. Donc tous les hôpitaux sont aujourd'hui, pour parler vulgairement, à l'os. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus capacité à effectuer correctement leur mission du fait des budgets complètement étranglés. Marisol Touraine poursuivra quelque part cette logique-là avec la transformation des ARH en ARS, donc véritable préfet sanitaire. C'est eux qui décident, qui ont le droit de vie et des morts sur les hôpitaux, sur la carte hospitalière, sur l'organisation des soins, donc des pouvoirs exorbitants, et donc avec la mise en place des groupements hospitaliers. Donc durant toutes ces années, le Parlement va voter de manière systématique un Ondam qui sera insuffisant, vous le savez certainement. Si je prends l'exemple de 2018, on a un Parlement qui vote un objectif national de dépenses de santé en évolution de 2,3%, alors que l'évolution tendancielle des dépenses de santé est évaluée à 4,5% par la Commission des comptes de la Sécurité sociale. Alors pourquoi 4,5% et pourquoi qu'est-ce qui fait cette évolution, cette évolution tendancielle? C'est grosso modo, on le sait qu'aujourd'hui, les dépenses de santé vont continuer à croître de manière importante, avec trois raisons. Le vieillissement de la population, les maladies chroniques, donc explosion des maladies chroniques de plus en plus importante, et puis aussi, j'ai envie de dire, le progrès médical qui met sur le marché des médicaments de plus en plus chers ou des traitements de plus en plus chers. Donc on sait que les dépenses de santé ne peuvent qu'augmenter de manière importante, et on s'aperçoit que donc, ce qui est voté chaque année ne correspond pas à l'évolution nécessaire pour couvrir les besoins de santé. Conséquence, donc, si on prend l'année 2018, donc l'année en cours, il est demandé à la Sécurité sociale une économie de 5,4 milliards d'euros, dont 1,2 milliard d'euros pour les hôpitaux. J'évoquais à l'instant la situation des hôpitaux. On comprend aujourd'hui pourquoi les hôpitaux, pourquoi les personnels hospitaliers sont dans la rue, sont aujourd'hui en train de se mobiliser fortement, de la même manière qu'on comprend pourquoi les personnels des EHPAD aussi sont en colère. Alors cette baisse continue de la ressource socialisée a été accompagnée d'un recul de la prise en charge des dépenses de santé par les régimes obligatoires. Ça, donc, c'est la principale conséquence. Grosso modo, comme on réduit l'Ondam, eh bien, on transfère, on réduit la prise en charge de la dépense et on la transfère vers les complémentaires et les ménages. C'est ce qui s'est effectué au cours des différentes réformes que j'évoquais tout à l'heure et qui est encore aujourd'hui à l'œuvre. Peut-être juste pour rappeler que les dépenses de santé dans notre pays, c'est 257 milliards d'euros, soit 11% du PIB, à peu près le même taux qu'en Suède, en Allemagne ou dans les Pays-Bas. On notera également que, peut-être un chiffre qui nous concerne plus dans le cadre de mon propos, c'est que la consommation des soins et biens médicaux représente 195 milliards d'euros, donc c'est ce qui couvre toutes les dépenses de médecine de ville, les hôpitaux, les auxiliaires de santé, les dentistes, les spécialistes, etc. Ce qui représente à peu près 2 900 euros par an et par habitant donc de dépenses. Et donc cette consommation des soins et biens médicaux, ça représente à peu près un peu moins de 9% du PIB. À noter que c'est un pourcentage qui a tendance quand même à baisser aujourd'hui. Donc la différence entre le premier chiffre, les 11% donc des dépenses de santé, et la consommation des soins et biens médicaux, c'est que dans les consommations des soins et biens médicaux, il n'y a pas toutes les dépenses liées au handicap, à l'accueil des personnes âgées, et notamment à la prévention. Donc toutes ces dépenses-là ne sont pas dedans, ce qui explique donc ces deux chiffres-là. Ce qui fait que des fois, quand on parle de la dépense de santé, on ne sait pas si on parle de quoi on parle, quoi, hein, donc je précise. Voilà. Alors peut-être ce petit graphique pour vous rappeler à peu près aujourd'hui la dépense de santé, comment elle se répartit. 76%, un peu plus de 76%
en 2016 était pris en charge par la sécurité sociale. Ce taux était à 80% en 1980. Donc on voit bien là, le transfert. Les mutuelles aujourd'hui prennent en charge 13,3% et les ménages ont encore à leur charge quasiment 8,5%. L'État prenant un participant donc à hauteur de 1,7%, donc ce sont des budgets annexes. Donc en 2014, pour peut-être poursuivre sur cette répartition des dépenses de santé, en 2014, les organismes complémentaires, donc les mutuelles, assurances, institutions de prévoyance, ont versé à peu près 27 milliards d'euros de prestations en frais de santé et donc on contribue, comme je le disais tout à l'heure, à 13,5%. Et donc on voit bien qu'aujourd'hui, l'accès aux soins sans une couverture complémentaire est quand même relativement difficile, voire impossible. Voilà, donc je rappelle, alors ici, là, juste le montant des cotisations par différentes intervenants, donc les mutuelles, les sociétés d'assurance et les institutions. Vous voyez bien que la part des assureurs en milliards d'euros tend à progresser, ainsi que les institutions de prévoyance. D'ailleurs, toutes les trois familles progressent, hein, on arrive quasiment de 2001 à 2014, on voit bien cette évolution donc, qui a quasiment doublé, quoi. Donc on voit bien quand même le transfert ici de la dépense de santé des régimes obligatoires vers les complémentaires. Mais on avait un chiffre un peu général qui prenait l'ensemble de la dépense, mais c'est un chiffre un peu en trompe-l'œil, parce que si on regarde plus en détail, notamment en ce qui concerne les soins de ville, la sécurité sociale ne rembourse plus que 55% de la dépense. En dentaire, les régimes obligatoires ne couvrent plus que 33% de la dépense, et seulement 18% pour les soins prothétiques. Les mutuelles, donc, sur ce poste-là, remboursent 45%, mais le reste à charge pour les patients sur ces soins-là reste encore à hauteur de 22%. Donc, nous comprenons le renoncement aux soins, notamment sur ces dépenses. Et puis, alors, on peut évoquer l'optique, où la base de remboursement se situe, donc, vous voyez, hein, à 2,80 € pour une monture. C'est la base de remboursement de la sécurité sociale, et se situe pour un verre simple entre 2 et 9 €. C'est le remboursement de la sécurité sociale, la base de remboursement. Donc là aussi on voit donc la dégradation de la prise en charge et comment cette dégradation contribue et participe grandement au renoncement aux soins dans notre pays. Un tiers des Français déclarent renoncer ou reporter des soins médicaux pour des raisons financières, contre 11% en 2009. Donc on voit quand même cette progression du renoncement aux soins qui est aujourd'hui un véritable problème. J'évoquais tout à l'heure peut-être le débat qu'il y a autour du reste à charge zéro, puisque Macron dans sa campagne avait proposé d'agir sur les dépenses optiques, dentaires et audioprothèses pour aller vers un reste à charge zéro, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Plus généralement, ce qu'on peut dire sur le renoncement aux soins, c'est que 7 Français sur 10 disent renoncer à des soins pour les raisons suivantes. Il n'y a pas que l'aspect financier, il y a aussi d'autres aspects qui sont importants puisqu'ils relèvent de l'organisation des soins. Donc il y a la problématique des délais trop longs pour avoir des rendez-vous médicaux. Donc là, c'est, vous savez, la problématique du numerus clausus et de la pénurie de médecins. La difficulté aussi de consulter un médecin le soir, le week-end ou pendant les vacances. Donc là aussi, pareil, pénurie de médecins. Et puis certainement aussi des modes d'exercice de la médecine libérale différentes de qu'il pouvait y avoir il y a 20 ou 30 ans, où le médecin était tout dévoué à sa patientèle et était prêt à intervenir à toute heure du jour et de la nuit. Aujourd'hui, c'est une époque un tout petit peu révolue, quoi. Donc le médecin a envie d'avoir une vie normale, j'ai envie de dire, entre guillemets, quoi. Donc commencer le matin à l'heure et finir le soir à l'heure, quoi. Donc on n'est plus à ce genre de sacerdoce, donc on est sur quelque chose de différent. Et bien sûr, cette pénurie de médecins, ben, ça provoque aussi des refus de patients pour d'autres médecins, puisque moi j'ai mon médecin qui vient de partir, voilà, et je peux vous dire que pour trouver un médecin, ça n'a pas été simple, même ici, quoi. Le manque de médecins sur les distances raisonnables par rapport au domicile, et donc là vous voyez bien les déserts territoriaux, hein, donc
Donc on a des zones où c'est j'aurais pu trouver une carte, mais qui montre qu'on a des zones où c'est vraiment des déserts. Voilà. Il n'y a aucun médecin, il n'y a rien. Rien. Le manque de moyens financiers, donc 33% des gens quand même affirment renoncer à des soins pour des raisons financières ou pour un reste à charge trop important. Donc on renonce à certains soins parce que le reste à charge va être trop lourd et ça on va le retrouver sur le dentaire et sur l'optique ou encore sur le bioprothèse. Le reste à charge sur ces postes-là est relativement important, ce qui explique donc ces renoncements aux soins dans des proportions relativement conséquentes. Donc ce renoncement aux soins, comme je le dis, est lié à ces restes à charge de plus en plus lourds. Et donc ces restes à charge concernent donc certaines dépenses, notamment, bon, j'évoquais le dentaire, mais aussi d'autres frais qui apparaissent aujourd'hui de manière assez récurrente. Ce sont des frais d'hospitalisation, avec bien sûr l'apparition de forfaits administratifs. On a certaines cliniques qui maintenant, dès que vous rentrez dans la clinique, vous avez des frais à payer pour ouvrir un dossier. Donc ce qui est d'ailleurs à la limite de la légalité, il y a tout un débat un peu juridique sur ce dossier-là. Il y a la chambre particulière, il y a les parkings. On a eu, vous vous rappelez, au tripode, le parking payant. Voilà. La chambre particulière, aujourd'hui, est un levier important d'équilibre des comptes et des hôpitaux. Moi qui fais partie de l'équipe qui, pour la mutualité française Aquitaine, qui négocie le conventionnement hospitalier, donc qui essaie de négocier le tarif des chambres particulières, avec les cliniques et avec les hôpitaux, je peux vous dire que c'est quand même avec les cliniques, c'est pas piquer des verres. On n'arrive pas à grand chose d'ailleurs, mais y compris avec les hôpitaux, je me rappelle cette anecdote où je rencontre un directeur d'un hôpital de Blaye, pour négocier la chambre particulière. Il venait la veille d'être d'une réunion avec l'ARS qui lui demandait d'avoir un plan de retour à l'équilibre de son établissement, et comme levier, il y avait le prix de la chambre particulière. Donc voilà, il faut trouver de nouvelles ressources puisque les budgets des hôpitaux baissent. Donc tous les moyens sont bons aujourd'hui. Et ça concerne aussi les cliniques, puisque vous avez vu que le gouvernement a décidé de baisser le tarif d'un certain nombre d'actes hospitaliers, ce qui va aussi impacter les cliniques. Alors pour des raisons différentes, ils ont eux besoin de préserver le rendement des dividendes, mais donc il leur faudra quand même agir, et donc agir c'est en utilisant ce genre d'artifice sur des départements comme la Gironde, la chambre particulière, ça va de 45 €, mais ça peut aller jusqu'à 150 €. Vous avez une clinique en Gironde qui propose une chambre particulière à 150 €. Je peux même vous dire que vous avez un service de soins et de réadaptation à Libourne, privé, qui propose la chambre particulière de 85 à 225 € selon la prestation. Voilà. Donc je vous conseille que si vous êtes hospitalisé là-bas, il y a un hôtel Ibis à côté, ça coûtera moins cher. Voilà, donc voilà. Et puis tout particulièrement, donc, dans ces restes à charge, les dépassements d'honoraires qui, eux, constituent vraiment le principal obstacle à l'accès aux soins aujourd'hui. Ils représentent quasiment 15 milliards d'euros dans notre pays, 2,8 milliards d'honoraires chez les médecins, ça représente quasiment 10% de leurs revenus, ce n'est pas rien, et on est dans des moyennes, donc vous imaginez que pour certains, ce n'est pas 10%. 4,8 milliards chez les dentistes, donc c'est tout ce qui est prothèse qui n'est pas encadré, j'y reviendrai. 1 milliard chez les audioprothésistes et 5,9 milliards en optique facturés au-delà de TRF-Sécu. Donc c'est tout à l'heure, vous avez vu la base de remboursement étant scalée. Donc tout le reste, ça relève un peu du dépassement d'honoraires, on va dire. Et donc ça représente cette somme-là. Voilà donc peut-être sur la sécurité sociale. Alors, peut-être je vais juste revenir ici sur les dépassements d'honoraires et sur ce volet-là. Le gouvernement précédent, je crois que c'est Marisol Touraine, avait décidé d'essayer d'agir sur les dépassements d'honoraires en mettant en place ce qu'on a appelé le fameux contrat d'accès aux soins. Donc, je ne sais pas si ça vous parle, mais grosso modo, c'était un contrat qui liait le médecin à la CNAM
le médecin donc, qui pratiquait des dépassements d'honoraires s'engageait à plafonner ces dépassements d'honoraires, à pratiquer des honoraires à tarif opposable pour un tiers de sa patientèle, en échange d'un certain nombre d'avantages, qui étaient grosso modo les avantages des médecins du secteur 1. Donc vous savez que les médecins du secteur 1 sont exonérés d'un certain nombre de charges sociales. Voilà. Donc le médecin qui signait le CAS, il pouvait continuer à faire des dépassements d'honoraires jusqu'à une certaine limite et bénéficier des avantages. Ça devait, semble-t-il, limiter les dépassements d'honoraires. Ça a certainement eu pour effet de tasser, certainement, de limiter les dépassements d'honoraires exorbitants, mais ça a surtout eu pour effet de créer un véritable appel d'air vers ce contrat d'accès aux soins, parce que tous les jeunes médecins qui s'installent aujourd'hui, tous les spécialistes sont sur le CAS. C'est-à-dire que grosso modo, ils ont les deux avantages. L'avantage du secteur 1, l'avantage du dépassement d'honoraires. Donc c'est tout bénéf. Donc ça a eu quand même un effet relativement limité. Le CAS est devenu l'OCTAM, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est une manière de différencier le plafonnement en fonction du spécialiste ou du chirurgien. Grosso modo, le chirurgien a droit à un dépassement plus important que le spécialiste, mais bon voilà, donc c'est un peu d'atambouille sécu médecin, mais qui donc a eu quand même un effet relativement limité, puisque nous le voyons aujourd'hui, trouver un médecin dans des spécialités sans dépassement d'honoraires est relativement quasi impossible. Hein. Trouver un ophtalmo sans dépassement d'honoraires, c'est quand même c'est pas évident. Trouver y compris certains cardiologues, idem. Donc c'est assez compliqué. Alors peut-être quelques considérations sur les complémentaires santé, les assurances maladie complémentaires. Peut-être pour dire que l'évolution de la protection sociale complémentaire a été marquée par plusieurs phénomènes ces dernières années. Le premier phénomène, ça a été l'ouverture à la concurrence, avec la loi E20, je l'évoquais tout à l'heure, qui réforme le code de la mutualité avec transposition des directives européennes assimilant les mutuelles au monde de la banque assurance. Voilà. Aujourd'hui, les mutuelles sont considérées, y compris dans le droit français, comme relevant des mêmes principes que la banque et que l'assurance. Ce qui signifie par là même que nous avons un certain nombre de contraintes qui sont les mêmes que celles de la banque et de l'assurance. Nous avons la même autorité de contrôle. Nous dépendons de l'autorité de contrôle prudentielle et réglementaire, dont le président de cette autorité de contrôle est le gouverneur de la Banque de France, et nous sommes soumis aux mêmes règles de solvabilité que les banques. Donc c'est-à-dire que, grosso modo, aujourd'hui, il n'est plus possible de créer une mutuelle si vous n'avez pas 2 millions de fonds d'établissement à mettre sur la table. Vous savez, autrefois, nos anciens créaient une mutuelle au coin de la table. Hein. On s'assemblait à quelques-uns, on créait une mutuelle. Donc c'est d'ailleurs pour ça qu'il y avait le fameux stage. Vous savez, parce qu'il n'y avait pas de fonds. Donc la période de stage permettait de faire le fonds d'établissement de la mutuelle pour pouvoir payer les prestations à venir. Donc les 3 premiers mois, souvent, on payait une cotisation, mais on ne touchait pas de prestations. Allez expliquer ça aujourd'hui à un consommateur de mutuelle, de lui dire que pendant 3 mois, il ne va pas avoir de prestations. Ça va être compliqué. Hein. Vous voyez, voilà. Mais voilà, donc c'est même contrainte en termes de solvabilité, c'est-à-dire qu'on a des obligations de fonds propres exorbitants, de réserves exorbitantes, puisqu'on nous considère, on ne prend pas en compte que quand on est une mutuelle santé, on est sur un risque court. Grosso modo, vous voyez, quand on vous rembourse des dépenses de santé, on vous rembourse à 8-15 jours. On n'a pas besoin d'avoir des réserves on n'est pas dans de l'assurance vie, où là vous êtes sur un risque à long terme, hein, ou sur de la prévoyance. Vous êtes sur un risque hypothétique qui aura lieu plus tard. On est sur un risque immédiat qu'on va rembourser dessus. Or, on nous demande des fonds qui ne se justifient pas. Mais c'est une manière aussi, j'ai envie de dire, en étant mauvaise langue, d'alimenter les circuits financiers. Voilà. C'est une manière de capter l'argent des mutualistes pour alimenter les circuits financiers.
Et donc on voit bien que le transfert de ces dépenses de santé aussi, donc c'est un autre élément important à noter, c'est que ce transfert de la dépense des régimes obligatoires vers le mutuel alourdit les cotisations mutualistes, et ça je crois que vous vivez tous, il n'y a pas de photo. Et donc la question, j'ai envie de dire quelque part, de la solvabilité de nos adhérents est de plus en plus posée. Hein, donc on a des adhérents qui aujourd'hui ont de plus en plus de difficultés à payer leur complémentaire santé, avec ce paradoxe, c'est que ces adhérents-là se réfugient sur des garanties à faible contenu, à faible prestation. Donc ce sont des gens qui vont faire le plus gros effort pour avoir une couverture complémentaire au regard de leurs revenus et qui vont le moins en bénéficier. Donc ils vont le plus renoncer aux soins. Voilà. Donc ce qui m'amène moi à dire souvent, c'est qu'aujourd'hui dans nos mutuelles, nous sommes dans une logique de solidarité complètement inversée. Grosso modo, c'est celui qui a le plus de moyens, qui va consommer le plus, qui va nous donner le moins de marge de gestion pour gérer la mutuelle, et c'est celui-là qui va faire le plus gros effort pour payer une petite cotisation, qui va le moins consommer et qui va le plus participer à la solidarité. C'est lui qui va solidariser le risque de celui-là qui a la cotisation la plus forte. Donc on a inversé aujourd'hui, on est en train d'inverser aujourd'hui les logiques. On les inverse d'autant plus que nous sommes confrontés aussi à ce qu'on a appelé la mise en place des contrats collectifs, donc avec, comment dirais-je, l'aboutissement du fameux accord ANI, hein, le dernier accord donc, qui rend obligatoire les contrats d'entreprise, la couverture complémentaire dans les branches professionnelles, donc avec les négociations de branches, avec donc en échange d'une participation de l'employeur à hauteur de 50%, l'ensemble des salariés bénéficient d'une couverture complémentaire. Ce qu'on note là-dessus, c'est que là aussi, on est dans une logique qui fait que le salarié, dans son entreprise, va bénéficier d'une participation de son employeur, va également bénéficier d'un contrat en général plus avantageux, même si aujourd'hui le contrat responsable encadre un tout petit peu le contrat. Ce contrat, les mutuelles vont y accéder via un appel d'offres, où c'est la logique du moins 10 ans qui va jouer, donc avec des marges de gestion les plus faibles. Ce qui fait qu'au bout du bout, c'est le retraité de la mutuelle, c'est l'adhérent isolé, c'est le précaire, qui va aussi solidariser ce contrat-là. Donc ça, c'est un débat que j'ai régulièrement avec les partenaires sociaux, avec les organisations syndicales. Quand on négocie un contrat collectif dans une entreprise, on contribue quelque part à détricoter ou à abîmer la solidarité dans les mutuelles, y compris quelque part aussi à abîmer, j'ai envie de dire, la sécurité de la sécurité sociale, parce que là aussi, je voudrais quand même le dire ici, mais il est quand même extraordinaire de voir les employeurs toujours s'émouvoir de devoir payer des cotisations à la sécurité sociale et assez enclin à payer des participations à des cotisations, à des assureurs, à des mutuelles ou à des IP. On voit bien quand même que la posture idéologique, elle est réelle. Donc on est bien... Voilà. Et ce qui m'amène des fois à dire à mes camarades syndiqués qu'ils sont parfois un peu schizophrènes, puisqu'un jour ils sont dans la rue en train de défendre la sécurité sociale, et le lendemain ils sont dans la mutuelle, dans l'entreprise, en train de négocier des contrats complémentaires qui contribuent à affaiblir le régime obligatoire. Mais bon, c'est un autre débat. Voilà. Alors bien sûr, la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, avec des restes à charge de plus en plus importants, avec aussi des renoncements aux soins de plus en plus importants, a amené les différentes politiques gouvernementales de ces dernières années à multiplier les dispositifs d'entrée dans la protection sociale. Donc il y en a à peu près 11. Il y a 11 portes d'entrée dans la protection sociale complémentaire aujourd'hui. Donc il y a bien sûr la CMU complémentaire, l'ACS, c'est le fameux chèque santé, il y a l'ANI, donc c'est les accords de branche, il y a les référencements, c'est pour les fonctionnaires, donc c'est de la fonction publique d'État,
Il y a la labellisation ou la convention de participation, c'est pour les fonctionnaires des collectivités locales. Bref, autant de dispositifs qui contribuent à segmenter les populations et par là même à abîmer les principes de solidarité intergénérationnelle et interprofessionnelle. On est aujourd'hui donc dans un système où on mutualise les pauvres et on les solidarise entre eux, autant dire que la solidarité ne va pas bien loin. On mutualise les fonctionnaires entre eux, mais voilà. On mutualise les salariés du privé avec l'ANI, mais quand ils sortent de l'entreprise, ils perdent tous les avantages de l'accord d'entreprise, et donc la solidarité interprofessionnelle, intergénérationnelle disparaît. L'ANI, c'est branche professionnelle par branche professionnelle, donc la solidarité entre branches professionnelles, interprofessionnelles, entre le métallo et l'ingénieur informatique, ben cette solidarité-là, avec des métiers différents, n'existe plus. Donc c'est tout cela qui est aujourd'hui abîmé par ces dispositifs et ces politiques de protection sociale. Donc ce qui fait, rapidement, vous voyez à peu près comment sont répartis les contrats aujourd'hui. 42% des salariés sont en contrat collectif, 7% CMU, 32% en individuel et 19% ce sont des adhérents de plus de 65 ans. C'est eux qui contribuent le plus à la solidarité, on va dire, avec les individuels. Hein. Donc la solidarité des mutuelles, en tous les cas, se construit là. Rapidement, quand même aussi, ces politiques européennes visant à nous assimiler à la banque assurance, et donc au regard de tout ce que je disais tout à l'heure sur nos contraintes prudentielles, en termes de réserve, mais aussi en termes de technicité. Donc il nous faut 36 000 rapports. Hein, on passe plus de temps dans nos conseils d'administration maintenant à faire de la technique financière ou comptable qu'à s'inscrire dans le mouvement social. Fait que ben, le nombre de mutuelles n'a cessé de diminuer. Donc vous voyez, nous sommes passés entre 2006 à aujourd'hui de quasiment 1158 mutuelles à 444 mutuelles. Donc en l'espace donc, de 10 ans, quasiment 2/3 des mutuelles ont disparu. Et ce n'est pas terminé. Ce n'est pas terminé. Ça va continuer. Là également, c'est un autre schéma qui est un peu différent du précédent, parce que là-dedans, il y a les mutuelles substituées. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est les mutuelles qui n'ont pas le fonds d'établissement et qui sont réassurées, ou plutôt garanties par une mutuelle qui a les moyens de la garantir. Donc, voilà. Ce sont des mutuelles qui vont disparaître, toutes ces mutuelles substituées, puisque l'évolution réglementaire fait que demain, elles n'auront plus aucune raison de se faire substituer, puisque tout le pouvoir est transféré à la mutuelle garante. Donc là, c'est un peu technique, mais elles vont également disparaître. Rapidement, c'est la part du marché, on va dire, pour parler vulgairement, entre les différents organismes. Vous voyez que la répartition entre mutuelles, assureurs et IIP, on voit quand même que la part des assureurs progresse de manière significative au détriment notamment des mutuelles, et que la part des IP aujourd'hui progresse légèrement. Voilà. Donc, mais on voit bien qu'il y a un marché de l'assurance, des choix des branches professionnelles vers les assureurs qui sont importantes, avec quand même de la part des assureurs des pratiques qui vont se mettre en place, des projets. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques mois, le projet Generali, qui consistait à mettre en place une offre d'assurance comportementale, donc grosso modo introduire l'idée du bonus. Alors pas encore du malus, mais au moins du bonus. Grosso modo, si on s'engageait à avoir des bonnes pratiques, on pouvait bénéficier de remises sur sa cotisation mutualiste. Alors là, ce n'était pas des remises, c'était des chèques cadeaux, mais on rentrait dans un dispositif de bonnes pratiques et de remises. C'est quelque chose qui est très développé dans d'autres pays du monde. J'étais dernièrement sur un autre débat en visioconférence avec l'Afrique du Sud, et c'est quelque chose qui est complètement développé là-bas. C'est-à-dire que la personne qu'on avait en face nous expliquait que, grosso modo, vous
vous êtes connecté avec une montre connectée, vous courez, votre assureur le sait, vous avez des points, ce sera une remise à la fin du mois, quoi. Ainsi de suite. Hein. Tout est comme ça. Voilà. Et c'est assez extraordinaire parce que vous n'allez pas chez le médecin, vous renoncez à ceci, etc. Vous avez des points, etc. Et c'est assez extraordinaire parce que tout le discours consiste à dire qu'on vous responsabilise. Vous voyez ? On vous récompense parce que vous êtes responsable. Voilà. Donc c'est cette notion-là. Et la personne, en nous expliquant ça, prenait l'exemple de la voiture. En disant, vous voyez, les gens, on les a responsabilisés, il y a moins d'accidents. Voilà. Donc c'est assez extraordinaire d'assimiler une assurance santé à une assurance automobile. Voilà, parce que je crois que nous sommes encore des hommes, nous avons un capital santé, et nous ne sommes pas tous égaux devant la santé, et donc on imagine ce que ça pourrait vouloir dire que de appliquer un malus à des personnes qui bénéficieraient d'un capital génétique ou santé défaillant. On imagine assez facilement ce genre de choses. C'est un sujet qui n'est pas récent parce que la fédération à laquelle j'appartiens, au moment de la réforme du Code de la mutualité, de la transposition des directives européennes en France, dans les années 90, 89, un peu avant même, on avait lancé une grande campagne de publicité qui nous avait valu les honneurs de la presse, mais aussi les foudres des compagnies d'assurance. C'était une grande affiche, où c'était une affiche en noir et blanc, où c'était un homme nu, assis sur une casse de voiture, où il était écrit « Mon corps n'est pas une bagnole ». Voilà. Donc ça avait été une campagne qui avait fait du bruit, et je crois que cette campagne aujourd'hui est toujours d'actualité. Nous sommes à la veille aujourd'hui de ce type de choses-là. Et il faut faire très attention parce que c'est un discours sur l'idée de dire je suis responsable donc je paye moins. C'est un discours qui est entendable. Voilà. C'est un discours qui est perméable à beaucoup de personnes. Donc il y a un vrai enjeu là-dessus. Voilà, donc ça c'est rapidement quelques diapos sur la répartition des contrats individuels et collectifs. Vous voyez aussi l'évolution. Alors c'est assez intéressant parce que c'est par famille de complémentaires. Et on voit que les adhérents individuels sont surtout chez les mutualistes et les collectifs, donc beaucoup sur les IP, mais ça se comprend puisque c'était lié à la prévoyance et souvent, par le biais de la prévoyance, la santé rentrait dans l'entreprise. Voilà. Et les assureurs aujourd'hui, à peu près, équilibrent leur chiffre d'affaires sur les deux secteurs, avec quand même, vous voyez, un nombre de bénéficiaires en collectif moindre, mais un chiffre d'affaires relativement conséquent. Voilà donc ces quelques éléments en introduction sur l'évolution de notre système de protection sociale, sur la complémentaire santé. Vous voyez, voilà. Il y a certainement encore des choses à dire, mais je vous laisse la parole. Bien, merci beaucoup. Il faut qu'il marche, ça, il marche. Bien, je crois qu'on a bien apprécié et découvert beaucoup de choses. C'était le cas pour ma part. Et donc si d'aucuns souhaitent intervenir, eh bien, j'ai le micro à la main, je suis prêt à vous le passer. Bon, tous à la fois. Bien, alors je vais quand même poser une question, notamment parce que ça amorce la pompe souvent. Hein. C'est comme ça que ça marche. Bien, alors je voudrais savoir quel est, selon toi, l'avenir de la mutualité. Alors, vous avez remarqué qu'aujourd'hui, donc, le nombre de mutuelles diminue et que des mutuelles se rassemblent dans des grands groupes, y compris leur mode de rassemblement, plutôt l'outil technique pour se rassembler, c'est ce qu'on appelle des unions mutualistes de groupe. Et quand on crée une union mutualiste de groupe,
il faut qu'il y ait une convention d'affiliation, et tous les dispositifs de cette convention d'affiliation, d'ailleurs, relèvent soit du code du commerce, soit du code des assurances, soit du code financier. Ils ne relèvent plus du code de la mutualité. Donc nous sommes là dans une transposition complète d'un outil de marché, voilà, d'une entreprise de marché, quelque part. Voilà. Alors bon, c'est vrai que la technique, on peut en faire ce qu'on veut, hein. Je veux dire, ma mutuelle, on a, avec d'autres mutuelles, créé une société anonyme pour gérer tout ce qui était nos outils informatiques. Mais c'est pas pour autant qu'on nous verse des dividendes et qu'on a des actionnaires. Les actionnaires sont non mutuels, donc il n'y a pas de dividendes. Mais quand même, quand même. Donc on voit bien qu'aujourd'hui se constituent des grands groupes avec des groupes intercodes, c'est-à-dire que des groupes qui relèvent du code de la mutualité, du code des assurances, du code de la sécurité sociale. Les institutions de prévoyance relèvent du code de la sécurité sociale. Par exemple, une mutuelle comme Impérial, qui est une ancienne mutuelle de la fonction publique des préfectures, je crois, s'est adossée au groupe AXA. Voilà. Donc c'est quand même pas rien au niveau de la symbolique, hein. Une mutuelle qui s'adosse à AXA. C'est pas neutre. On a le groupe Aesio, une mutuelle qui se rapproche de Massif. Donc Massif, c'est une mutuelle assurance à but non lucratif, mais c'est quand même une cause d'assurance. Voilà. C'est ceux qui font l'IARD, donc l'assurance vie, voiture et habitation, etc. On a Matmut Océane pour la région ici. Matmut qui aussi construit un groupe avec AG2R mondial. Moi-même qui suis dans un groupe qui discute avec Matmut. Donc vous voyez que voilà. Donc tout ça se construit, alors avec des degrés d'intégration plus ou moins importants et de liberté dans le groupe plus ou moins importants. Mais c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est que demain, il va y avoir 5, 6, peut-être 10 opérateurs en complémentaire santé. Là, on en a 400. Demain, il restera peut-être une dizaine, une douzaine. Et qu'il y a un vrai enjeu, parce qu'il y a deux manières d'aborder le sujet qui nous intéresse. C'est, est-ce qu'on est mutualiste pour s'inscrire dans le mouvement social et contribuer à la transformation sociale, ou est-ce qu'on est mutualiste pour s'adapter au marché ou s'adapter aux politiques sociales. Et donc, là, il y a un vrai enjeu. Aujourd'hui, autour du reste à charge zéro, il y a un débat qui est posé. Il y a des mutuelles ou des groupes de mutuelles qui sont en train de se positionner sur l'idée que peut-être que sur certains secteurs, on pourrait prendre en charge dès le premier euro. Vous vous rappelez Bachelot qui disait l'optique, la Sécu rembourse peu. Pourquoi continuer à rembourser? Laissons-le au marché. Et on a des groupes mutualistes qui sont aujourd'hui en train de réfléchir à ce type d'organisation. À dire, moi, dès le premier euro, je prends en charge. C'est moi qui négocie avec les professionnels de santé. Donc, il y a un enjeu autour de ces questions-là. Pour notre fédération, nous, on se situe dans le mouvement social et on considère qu'on doit contribuer à la transformation sociale. Donc, pour nous, il ne peut pas y avoir d'avenir pour une mutuelle s'il y a une sécurité sociale abîmée. Voilà. Grosso modo, c'était la grosse erreur de la mutualité française en France qui a accepté les directives européennes. C'était de croire qu'en acceptant les directives européennes, ils allaient gagner des parts de marché. Il n'y avait pas de fatalité à accepter les directives européennes. La mutualité belge les a refusées. En Belgique, les directives européennes ne sont pas appliquées. Nos amis belges, je peux vous dire qu'ils sont mordicus accrochés à les refuser, quoi. Donc, voilà. Donc on voit bien qu'il y a aujourd'hui une transformation complète de ce que sera demain la mutualité. On a vidé le contenu du code de la mutualité. Le code de la mutualité aujourd'hui, sa principale utilité, c'est organiser la gouvernance de la mutuelle. Tout le reste, tout ce qui relève de la partie financière ou de contrôle, audit interne, etc., relève aujourd'hui du code des assurances. Donc on a aujourd'hui... Voilà. Donc il y a un enjeu, et là, la responsabilité de la mutualité française est grande. Hein, je veux dire, elle a contribué grandement à ces évolutions-là, et elle n'est pas en position aujourd'hui, en tous les cas, elle n'a pas une posture de résistance. Elle est dans une posture d'accompagnement. C'est tout le débat sur le reste à charge zéro, où vous savez, Macron dit il faut aller vers un reste à charge zéro pour le dentaire, l'optique, l'audioprothèse,
à partir d'un panier de soins à définir. Donc, est-ce que ce panier de soins sera un panier de soins low cost? Voilà, c'est une question. Est-ce que ce panier de soins, ce reste à charge zéro, sera à la charge exclusivement des mutuelles? Donc, quelles conséquences pour les mutuelles et les cotisations et les adhérents? Donc, deuxième question. Et donc, c'est en cela que nous, en tous les cas pour notre fédération, on porte l'idée que il ne peut y avoir de reste à charge zéro qu'à 3 conditions. Une revalorisation du régime obligatoire, en tous les cas, une progression du périmètre d'intervention de la sécurité sociale sur ces 3 postes-là. Des tarifs opposables, parce que si vous n'avez pas de tarifs opposables, les médecins continueront à demander plus. On l'a vu sur les dépassements d'honoraires. Je reviendrai là-dessus pour illustrer mon propos. Et puis aussi la remise en cause des taxes qu'on nous a imposées il y a depuis, c'était donc Sarkozy et Hollande, les fameuses taxes sur les contrats d'assurance. Voilà. Donc grosso modo aujourd'hui, il faut savoir que même quand vous payez une cotisation mutualiste, vous avez quasiment 1 mois et demi qui part soit au fonds CMU, soit à l'État en taxes. Donc pour un organisme à but non lucratif, ça interroge. Donc c'est ces questions-là qui nous sont posées. Donc vous voyez, donc c'est vrai que, alors j'ai pas envie d'avoir comment dirais-je, une posture pessimiste, mais on est quand même face à quelque chose qui peut transformer le paysage, non pas seulement des mutuelles, mais de la protection sociale en général. Vous vous rappelez, pour faire simple, hein, le rapport Chadela, c'était dans les années 90 je crois, proposait d'organiser la sécurité sociale en 3 niveaux. Donc l'idée c'était un régime obligatoire de base, un minima pour les plus pauvres, un régime complémentaire obligatoire, c'est l'ANI, encadré, réglementé, et un 3e niveau en fonction de la solvabilité du patient. On est dans cette phase-là. Vous l'avez vu, François Fillon, lors de sa campagne électorale, a aussi mis un peu un pavé dans la mare avec sa proposition de dire petit risque, gros risque. Une sécurité sociale, régime obligatoire pour le gros risque, dépenses hospitalières, le petit risque au complémentaire, dès le 1er euro. Rappelez-vous, sous Juppé, BBR avait proposé de faire une expérimentation, AXA donc avait proposé de faire une expérimentation de ce type-là dans je ne sais plus quel département de France. Donc on est toujours à la veille de ce genre de dispositif qui consiste donc à modifier profondément les règles de fonctionnement de la protection sociale. Les notions que j'évoquais tout à l'heure, solidarité, universalisme. On est aujourd'hui à la veille de voir notre système se transformer, donc avec la cotisation qui devient l'impôt, avec une cotisation, avec des prestations dévolues aux plus pauvres, le marché pour les plus riches, ou avec des paniers de soins différenciés selon les catégories de population. Donc on est à la veille de ça, on est dans ce débat-là aujourd'hui. Donc je sais pas, on a du mal à le porter ce débat, hein, je veux dire à tous les niveaux. Hein, voilà, on a du mal à le porter parce que c'est vrai que les gens ils regardent leur porte-monnaie, combien ça coûte, combien ça me rapporte, mais on est là-dedans. Donc on a vraiment une vraie problématique sur la protection sociale. Le risque demain de voir sortir des soins du régime obligatoire et les laisser pris en charge par des complémentaires dès le 1er euro, c'est un risque réel. C'est un risque réel. Ou le risque d'avoir une sécurité sociale à minima pour les plus pauvres, c'est un risque réel aussi. Donc on est vraiment à la croisée, des chemins, j'ai envie de dire, sur ces questions-là. Oui, alors, une question peut-être d'ordre éthique, j'en sais rien, c'est vous qui ferez le tri. Alors, la première, c'est pourquoi tant de mutuelles? On a vu qu'elle se réduisait en nombre. Bon, est-ce qu'on doit s'en réjouir? Peut-être. J'ai bien compris dans ce que vous venez dans votre propos que les mutuelles pouvaient se partager en gros en deux, celles qui s'adaptent et celles qui résistent, pour faire bref. Deuxième question, alors, pourquoi tant de mutuelles, hein, puisque l'objectif est le même. Vous l'avez dit, vous l'avez défini en disant solidarité intergénérationnelle, solidarité interprofessionnelle. Bon. Je suis moi dans une mutuelle, je ne vais pas le cacher, c'est la MGN,
la MGN elle-même, en son sein, et c'est récent, hein, c'est pas très très vieux, il y a 3 niveaux de cotisation, hein, et donc 3 niveaux de remboursement. Quelle solidarité là-dedans aussi? Je suppose que ceux qui ont moins d'argent prennent la moins chère, ceux qui en ont le plus prennent la plus chère, avec des prestations qui sont bien sûr différentes. Ces questions sont peut-être liées, voilà. Réponse. Merci. Alors, pourquoi ton mutuelle? Je crois que c'est lié à l'histoire de la mutualité. J'aurais pu faire une intervention sur l'histoire de la mutualité, mais la mutualité, dans son histoire, s'est créée à partir de comités d'hommes et de femmes qui ont décidé volontairement de s'associer pour couvrir un risque. Et ça, dès les confréries du Moyen-Âge. Puis au fil du temps, il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu aussi l'étape Napoléon III, qui lui a voulu institutionnaliser les mutuelles en faisant des mutuelles de village. En mutuelles de village, sous l'égide et sous la responsabilité des maires. Donc ce qui explique pourquoi on avait autant de mutuelles par village. C'est un moyen de contrôler les mutuelles et d'éviter que les mutuelles n'accueillent des luttes revendicatives. Puisqu'il y a eu, dans toute la période historique du monde mutualiste, il y a toujours eu cette tentation de charité ou cette tentation de lutte revendicative. La révolte des Canuts de Lyon s'est faite à partir des locaux de la mutualité des ouvriers de la soie. Donc, donc toute l'histoire de la mutualité s'est construite autour de ces deux idées-là. Je vais vous créer même, si on veut, la guerre 39-45, où la mutualité, du fait même de cette époque napoléonienne, où la mutualité va développer une doctrine de neutralité et de gestionnaire, donc cette mutualité de notable. Donc c'est elle qui va se développer. À côté va se redévelopper des mutuelles revendicatives, de travailleurs, etc. Ce qui fait que, par exemple, pendant la guerre 39-45, la mutualité française fera acte d'allégeance à la Charte du travail, hein, et à Pétain. Donc, voilà. Donc, même si des unions départementales de la mutualité rentreront dans la résistance, et les mutuelles de travailleurs, si une fédération sera dans la résistance et subira d'ailleurs les foudres de ce régime. Mais voilà, donc pourquoi tant de mutuelles? Parce que l'histoire de la mutualité s'est créée aussi à partir de villages, de communautés professionnelles, etc. Alors, est-ce que c'est une bonne chose ou pas une bonne chose? J'ai envie de dire qu'à l'époque, la question se posait différemment. Parce que, à partir de 1945, la sécurité sociale remboursait 80%. La part complémentaire était faible. La mutualité, elle intervenait. Les premières mutuelles qu'on avait, c'était sur les caisses chirurgicales. C'était les soins chirurgicaux qui venaient en plus de l'hôpital. C'était les mutuelles chirurgicales. Les soins de vie n'étaient pas... Il n'y avait pas de soins de vie. Les gens n'avaient pas de couverture pour ça, parce que la part était faible. Donc c'est bien parce que la sécurité sociale a rétréci son périmètre d'intervention que la question de la mutualité prend la place qu'elle prend aujourd'hui, en termes de couverture, de santé, et en termes de s'accaparer ou pas un marché. Ça, c'est peut-être pour premiers éléments de réponse sur la première partie de la question. Sur la seconde partie de la question et sur la MGN, concernant le fait qu'il y ait plusieurs catégories de prestations, 3 niveaux de prestations. J'ai envie de dire que vous avez de la chance. Dans votre mutuelle, il n'y a que 3 niveaux de prestations. Vous êtes aujourd'hui la dernière mutuelle à avoir encore une cotisation assise sur le salaire. Plus aucune mutuelle en France n'a les capacités d'avoir une mutuelle assise sur les salaires. Parce que, je vais prendre l'exemple que je cite souvent, c'est l'exemple de la MNH, mutuelle des hospitaliers. La MNH, ils étaient mutuelle assise sur les salaires. Qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné? À leur mutuelle, ils se sont aperçus qu'il n'y avait plus que les catégories D et C. Toutes les jeunes infirmières qui ont été embauchées, elles allaient faire leur marché. Il y avait l'assureur à côté qui proposait une cotisation 2 fois moins chère. Parce que lui,
il gère sa mutuelle sur un risque court à partir d'une population ciblée, jeune, bonne santé, etc. Donc tous les mécanismes de solidarité avec l'arrivée des assureurs sur le marché de la santé ont été bouleversés. Je prends ma mutuelle jusqu'en dans les années 78-79, on n'avait qu'une seule cotisation, une seule prestation familiale. Je peux vous dire que allez proposer ça aujourd'hui à quelqu'un. Tu vas adhérer à la mutuelle, tu auras le droit à ça et pas autre chose, tu paieras ce montant-là, ce sera le même pour toi qui es tout seul que pour la famille à côté où il y a 5 enfants. C'est fini cette époque-là. C'était acceptable quand la part complémentaire santé était faible. Aujourd'hui, quand la cotisation mutualiste pèse sur les ménages, c'est plus compliqué. La couverture complémentaire, le coût de la cotisation pour un retraité, c'est entre 10 et 15% de son revenu, dans bien des cas. Donc, la question de combien ça coûte, elle est réelle. Alors, on peut, j'ai envie de dire, on peut comment dirais-je, contester cette démarche des concitoyens de faire leur marché, d'aller chercher le moins 10 ans, bref, d'être à la recherche de la bonne affaire. Voilà, on peut, mais il y a ce principe un peu de réalité qui fait qu'aujourd'hui, la bataille des idées, on l'a perdue. Pour l'instant. On l'a perdue sur la sécurité sociale, qui à mon avis est l'essentiel. Parce que le jour où on gagne sur la sécurité sociale et on a une sécurité sociale qui regagne de son périmètre d'intervention, la question se pose différemment. Voilà. Donc on a perdu là-dessus, et on a perdu sur la notion de solidarité. Moi j'ai des adhérents qui m'appellent des fois en fin d'année en me disant j'ai pas utilisé le forfait optique, est-ce que vous me le payez? Vous imaginez? On a ça aujourd'hui. J'ai pas eu ma prestation optique. Mais si t'es pas chez l'ophtalmo pour qu'on va te payer ta prestation optique. Mais on a ça. Donc c'est là où on mesure quand même comment, sur cette bataille des idées, sur ces choses toutes simples, nous avons quand même quelque peu perdu. Donc c'est cette bataille-là qu'il faut mener. Voilà, donc c'est vrai que voilà, la MGN a dérogé à sa règle. La MGN a pu pendant très longtemps porter ce projet de cotisation un peu de garantie unique, avec une cotisation avec un taux unique pour tout le monde, à une époque où, j'ai envie de dire, les placements financiers étaient très rémunérateurs. Parce qu'ils permettaient de financer la solidarité. Aujourd'hui, la question des placements financiers est posée dans les mutuelles. Elle est beaucoup plus faible. Et donc les mutuelles, aujourd'hui, elles ne peuvent plus compenser par les revenus financiers, comme ça a été le cas. Et la MGN est comme une force de frappe assez extraordinaire. On ne peut pas le nier. Mais, ceci dit, je mets en garde les militants de la MGN de veiller à ces choix stratégiques. Je vous le dis très clairement. La MGN s'associe aujourd'hui à Harmonie, crée le groupe Vive, et je ne suis pas sûr que les choix qu'ils feront demain, au regard de l'évolution de la politique sociale, soient les meilleurs choix possibles. Voilà. Donc moi je vous invite, vous qui êtes enseignants, à aller regarder ce qui se passe dans vos assemblées générales et à porter le débat.